Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 5 de cette année-là. Vous connaissez maintenant le principe. 3 dates représentant cette fois-ci un film, un livre et un événement. Et donc au sommaire de ce numéro 5, 1939 avec la sortie de La règle du jeu de Jean Renoir, 1973 le livre de Robert Paxton, La France de Vichy. Et nous finirons par un drame, 1980, l'attentat de la rue Copernic, l'histoire d'une manipulation. Alors comme vous pouvez voir, le sommaire est assez sombre. On va demander un petit générique, si on pouvait avoir la musique de l'Armée des Ombres, vous voyez, c'est la musique des dossiers de l'écran, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour présenter, pour animer ce sommaire très sérieux et digne des dossiers de l'écran. Des chroniqueurs qui ne sont pas des spécialistes de l'humour, comme Cyril Hanouna. Je parle Cyril Hanouna parce que vous allez voir la couverture d'éléments, là, il est en kiosque en ce moment, un petit peu de publicité, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir Ludovic Maubreuil, notre spécialiste du cinéma, Christophe Maxime, jamais su, c'est André, Amélie. Dédé, Coco. Dédé, voilà. Christophe Maxime, rédacteur de la revue Éléments, mais aussi réalisateur. On vous conseille tous le documentaire sur la traversée de Paris. Pascal Esséric, notre chef tout-puissant. Et Thomas Hennetier, rédacteur de la revue Éléments. Voilà, on va commencer tout de suite. Maintenant, nous partons vers une année terrible, 1939. 1939, l'année sombre du XXe siècle, c'est bien sûr le début de la Seconde Guerre mondiale, mais pour donner un peu d'espoir dans cette année, il faut savoir, et c'est aussi l'année de naissance de très grandes personnalités. Bernard Kouchner est né en 1939, Jack Lang, Chevènement, Pierre Desproges, et le grand Claude François, à qui on doit le titre de cette émission, parce que c'est une chanson de cette année-là, c'est une chanson de Claude François. Pour le cinéma, après le succès de La Grande Illusion et de La Bête humaine, Jean Renoir va ressortir un petit film, c'est La règle du jeu. Alors Ludovic, au départ, c'est une simple transposition moderne des Caprices de Marianne de Musset. L'histoire est assez simple, et pourtant ce film va révolutionner l'histoire du cinéma, et c'est, je pense, à mon avis, le film le plus commenté qu'on ait eu. Que raconte-t-il et en quoi est-il révolutionnaire ? Oui, c'est vrai que Les Caprices de Marianne, Renoir l'a toujours reconnu, hein, c'est un peu l'inspiration du film, en tout cas c'est son point de départ, c'est son tremplin, comme il disait. Il reprend le quiproquo, il reprend l'histoire d'amour tragique de la pièce de Musset, mais en fait ça s'élargit parce que c'est un film choral, hein, donc il y a une dizaine de personnages qui s'entrecroisent, qui s'aiment, ou du moins qui prétendent s'aimer, qui se trahissent avec le sourire, qui se quittent, qui se retrouvent la séquence d'après. Et je pense que la force de ce film, sans doute, son côté peut-être, oui, voilà, révolutionnaire, c'est d'arriver à rendre attachant ce monde assez sordide finalement, hein, où les maîtres comme les domestiques, les braconniers comme les gardes-chasse ne font que mentir, que ruser, et ne semblent avoir que ça comme moteur. Il arrive à rendre attachant ce monde qui n'a pas de valeur en fait, mais où tout le monde, selon son mot encore une fois, a ses raisons. Alors le film il sort donc en 1939 et le film il va être accusé au moment de sa sortie de tous les maux. On parle de film communiste parce qu'à l'époque Jean Renoir est un compagnon de route des communistes. On traite ce film de prosémite, d'antisémite aussi. Pour certains, on lui reproche le choix de ses acteurs parce qu'il y a une actrice autrichienne. Mais en fin de compte, c'est l'époque qui est importante. On est au moment, en pleine période munichoise, et ce film, en fait, il y a toute l'époque munichoise qui est juste derrière ce drame vaudevillesque. Exactement, ouais, exactement. Les accords de Munich, ils ont moins d'un an. La guerre est imminente, tout le monde le sent. Et Renoir, il disait vouloir avoir peint une société dansant sur un volcan. Hein. Donc c'est ça, et ça sort début juillet 1939, 2 mois après la France déclare la guerre à l'Allemagne. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Et le film, alors même que Renoir est quelqu'un d'aimé du public et de la critique, le film c'est un échec, un échec retentissant, un four total. Le public hue dans les salles, casse les fauteuils, met même le feu à certaines salles. La critique le rejette, dit que Renoir s'est fourvoyé. Hein. Ouais, dans ses mémoires, Renoir dit qu'il n'avait pas connu
un échec aussi retentissant que la sortie de ce film. Voilà. Ça a été monumental. Tout à fait, il était plutôt aimé, La Grande Illusion, La Bête Humaine, Les Bas-fonds, tout ça, ça en faisait un auteur respecté, on va dire. Au départ, il a une carrière un peu, parce que c'est quand même le fils du peintre. Dans le cinéma, il n'est pas très bien vu, mais enfin, effectivement, il y a La Grande Illusion qui va être considérée comme son chef-d'œuvre. Oui. Et puis, effectivement, La Bête Humaine, qui sort la même année, qui est de début 39. Oui, c'est ça. Et effectivement, là, c'est une véritable catastrophe, ce film. C'est ça, c'est donc un échec terrible. Et puis après, la guerre commence, il est censuré parce qu'il est censé... Censuré par Giraudoux. Oui, c'est ça, parce qu'il porte atteinte au moral de la nation. En peignant cette société frivole, corrompue. Puis on va le considérer que en fait, ce fameux marquis dans le film, l'action française, va dire, c'est un juif. Oui. Et alors ça, c'est pire que tout pour Dalio. Oui, c'est Dalio, exactement. Dalio est juif et c'est pas normal. Et même il y a des propos dans le film où l'un des cuisiniers dit même chez un juif comme Monsieur le Marquis, on est bien reçu. Enfin, c'est ça. C'est très ambigu. Voilà, c'est ambigu, mais justement par rapport aux stéréotypes un peu de l'époque du juif ou de l'oriental, entre guillemets, auquel Marcel Dalio était abonné en fait. Il faisait toujours ces rôles-là. Ben là, son personnage, c'est pas un filou, c'est pas un sale type. Il est finalement aussi méprisable que les autres dans ses relations amoureuses. C'est pas un cas à part. Et ça, c'est une particularité, je pense, de ce film, qui a aussi ensuite été interdit par les Allemands. Donc en fait, il a fait censure, puis alors et il a été censure, et en 1942, il y a des bombardements, le film est quasiment détruit, et en fait, le film a disparu, et il faudra attendre 1958. C'est ça. Et en fait, des amateurs, ce sont deux jeunes cinéphiles, Jean Gabory et Jacques Durand, qui, sur les conseils de Jean Renoir, vont retrouver des morceaux de pellicule à droite et à gauche et vont reconstruire le film. C'est ça, des copies étrangères, des bouts de rush qu'ils ont retrouvés, même ce qu'il avait coupé, parce que Renoir, il a coupé plein de choses avec le mauvais accueil du public. Il a coupé des tas de petites scènes qui ont été retrouvées, réinsérées. Et oui, c'est ça, en 1959, ça sort à Venise, et puis après, dans les années 60, ça ressort en France. Et c'est le succès qu'on sait, quoi. Thomas, sur la règle du jeu, pour vous, c'est un mystère que ce soit l'un des plus grands films du cinéma ou Oui, moi j'ai un souvenir assez fasciné de la fête dans ce château et du personnage de Carrette, du braconnier. C'est vraiment un grand souvenir. Et puis ce mélange entre les maîtres et les domestiques qu'on voit vivre ensemble, et je pense qu'il a pu faire des émules aussi par la suite dans d'autres films. Oui, parce que ce qu'il faut voir, je pense au film de Hatman, il en a fait un qui est quasiment une copie, c'est Gosford Park, mais même une série anglaise comme Downton Abbey, c'est le sujet de la règle du jeu. Et c'est incroyable, même ses façons de filmer, toute sa façon de filmer, beaucoup de réalisateurs du Nouvel Hollywood vont récupérer cette façon de filmer de Jean Renoir. Il y a plusieurs scènes, il y a un jeu sur la profondeur de champ où, même dans la partie de chasse, il y a plusieurs scènes successives au loin, au près. Ben, la règle du jeu, c'est un monument, c'est un monument du cinéma mondial. C'était un film qu'a adoré, qui a inspiré beaucoup la Nouvelle Vague. Truffaut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, disait que c'était le credo des cinéphiles. C'est le grand film malade. Il parlait du grand film malade. Il disait que c'était le film des films. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est la règle du jeu, qui est un titre magnifique et très sursignifiant. Mais ça devait effectivement au début s'appeler les caprices de Marianne, prénom si sensuel, ou Fair Play, ou bien Chasse en Sologne, je crois. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de guerre qui n'en parle pas. Ouais. C'est un film de guerre, on n'en parle pas, mais d'ailleurs on ne parle de rien. Ça montre c'est la situation de la France, et pas que de la France, en fait, de l'Europe et de l'Occident, d'une société qui est malade, et avec une bourgeoisie, une aristocratie qui est profondément irresponsable et frivole. Et c'est la guerre qui arrive. C'est un jeu de massacre, parce que la partie de chasse, on est vraiment en 39, ça va arriver, on le sent. Et en première ligne, le petit peuple, en fait, qui sont quand même des figures plus positives. Donc en première ligne, en fait, c'est les humbles. Les irresponsables sont à la tête, c'est le châtelain, les maîtresses de l'aviateur, etc. Et puis ça finit en une chasse à courre, presque, une chasse à l'homme. Voilà. Donc ça préfigure beaucoup de choses. Ouais,
Voilà, 39, nous allons maintenant forcément passer par Vichy, mais on va faire un bond vers 1973. Et là, ça commence à la fin de tout. « 1973, c'est la mort de Picasso, de Jean-Pierre Melville, de Tolkien et de Fernand Reynaud. Je pense que plus personne ne sait qui est Fernand Reynaud. C'était un peu le comique des années 60, le Coluche des années 60, hein, 70 un peu. Non, bon, écoutez, si vous tapez Fernand Reynaud, vous allez voir, il y a des sketchs. C'est un comique profondément français et bienveillant. Voilà. Ce qui devient rare. Bienveillant. Français et bienveillant, voilà. C'est un comique qui devient rare. Mais c'est un Fernand Reynaud qui ne se ferait pas virer comme texte par ces histoires, parce que c'est... Donc 1973, c'est l'une des dernières années d'une France qui va aller de plus en plus mal avec la crise pétrolière. Mais c'est une France qui va découvrir un historien américain complètement inconnu qui sort un livre qui s'appelle « La France de Vichy ». Et ce livre va être une bombe, mais une bombe à fragmentation, car sa thèse va s'imprégner dans toutes les couches de la société française. Et au départ, Thomas, le livre va être très critiqué chez les historiens et les universitaires français. Le livre fait tout de suite polémique en France. Il fait tout de suite polémique en France parce que c'est un thème dont finalement les historiens français se sont peu emparés jusqu'à présent. Il y a eu un livre de Robert Aron en 1954 sur l'histoire de Vichy. Qui résume les deux thèses. Oui, alors il y a, en gros, au début des années 70, on est encore sur cette conception. On parle de la théorie du glaive et du bouclier. Pétain aurait été le bouclier en protégeant, comme il a pu, les Français du joug de l'occupant. Et puis De Gaulle a continué le combat, permettant à la France d'apparaître comme une puissance victorieuse en 1945. Et voilà, il y a cette idée d'un accord qui est un peu la thèse officielle, pratiquement tacite, qui est la thèse officielle. Et l'homme du 18 juin a été président de la République pendant 11 ans. Georges Pompidou lui-même ne souhaite pas tellement qu'on aborde ce sujet-là, qui divise les Français. Et donc Paxton, qui est un jeune historien qui a 40 ans à l'époque, il vit encore, hein, il a dans les 85 ans, là il a 40 ans à l'époque, il a étudié en France, il fait, comme vous l'avez dit, sauter ce mythe. Donc il travaille à partir des archives américaines. Hein, américaines et allemandes. Et allemandes. Ce qui va lui être reproché par les historiens qui montrent qu'il y a une lacune dans ces sources, puisque les sources françaises sont peu exploitées. Donc lui, il fait sauter cette conception, cette mythologie de l'époque, en disant la politique de Vichy, la politique de collaboration, c'est un choix politique d'un État pratiquement souverain. C'est-à-dire que le pétainisme met en place un choix de société qui découle lui-même de l'avant-guerre, des débats, d'un antisémitisme montant, en faisant la généalogie depuis l'affaire Dreyfus en particulier. Et toute cette politique est soutenue par une opinion publique française, elle-même conquise à l'antisémitisme. Alors, effectivement, Robert Paxton fait du révisionnisme, hein, ce qui est plutôt ça en histoire. Hein, Le problème, c'est que sa thèse, elle va être rapidement récupérée par un grand nombre d'intellectuels, mais ensuite par les politiques. C'est-à-dire qu'on va... d'une thèse historique expliquant que Vichy n'est pas le Vichy de Aron, on va en faire une accusation contre la France et contre toute l'idéologie française telle qu'elle a existé jusqu'à la guerre. Oui, c'est ça. À partir du livre de Paxton, va naître l'idée que Vichy incarne la France dans son essence, et donc si Vichy est le mal, la France est le mal. Et on a parlé sur ce plateau il y a quelques mois de l'idéologie française. Donc c'est 80, Bernard-Henri Lévy, la France, pays du national-socialisme par essence, Sternel 2 ans plus tard, 83. Également, l'antisémitisme est une idéologie française. Et donc va naître aussi, avec ça, la critique de l'assimilation à la française. Donc si la France n'a pas
n'a pas protégé ces juifs, ce qui en plus est une contre-vérité historique, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans la société multiculturelle, dans la tolérance de personnalités, d'une diversité culturelle, mais qu'elle veut contraindre les autres à devenir le même. Parce que, effectivement, nous vivons encore aujourd'hui sur l'idée d'une France coupable. Et cette idée-là, coupable à cause de Vichy, la France va être aussi coupable en Algérie. On va venir aujourd'hui sur l'époque de l'esclavage. On parle aujourd'hui de l'époque de Colbert. En gros, intellectuellement, c'est sans fin. Cette histoire-là. Et c'est à partir de Paxton qu'on aura cette façon de voir la France à travers l'histoire. Et donc de déconsidérer le roman national, une certaine histoire héroïque, et jusqu'à considérer que finalement tout ce qui est bon en France ou en Europe vient de l'extérieur. Dernière publication en date sur l'histoire mondiale de la France. Tout ce qui est bon vient de l'étranger. Et pour nous améliorer, on doit se défaire de ce qu'on est et toujours mieux accueillir l'autre et la personne de l'autre. Ludovic, Christophe, un mot sur Paxton ? Paxton, combien de divisions Paxton ? Quel joli nom, Paxton, quel joli nom de général américain. Paxton, c'est vrai que ça fait général américain. Paxton, sauf que en fait, Paxton n'a pas fait la guerre, mais aucun membre de sa famille non plus. C'est pas eux qui ont fait le débarquement de Provence ou de Normandie, c'est plutôt les pauvres d'Arkansas et les nègres de la Nouvelle-Orléans. J'ai envie de redevenir un peu marxiste. Paxton, qui es-tu, d'où parles-tu ? En fait, c'est la grande bourgeoisie américaine je crois, de Virginie. Il a grandi en Virginie, dans une petite ville qui se trouve être un centre militaire, une académie militaire de l'État. Donc, en fait, c'est un grand bourgeois de Virginie qui a passé toute sa vie avec des militaires américains et qui a fait ses études. Il a été un peu effectivement en France, Thomas, qui a fait ses études à Oxford et à Cambridge. On imagine bien que la France du général de Gaulle, de Gabin et du saucisson, c'est pas sa passion quand même. Alors, il y a une chose étrange, je crois que le sous-titre du livre, il est assez ambigu et bizarre. On dirait presque un titre de disque de groupe de rock anglais. C'est Old Guard and New Order, ce qui est assez ambigu. On ne sait pas très bien où il veut en venir. En fait, Paxton, il y a un côté terriblement anti-français. C'est un jeu de destruction. Où effectivement il rejette un peu le double jeu de la France, les ambiguïtés, etc. Je crois que quelqu'un comme Marc Ferraud a été assez critique à son égard. Il a dit qu'il y avait des approximations, des sources un peu biaisées. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est l'époque. On est, vous dites 73 ? C'est 73, ouais. Alors 73, en fait, ses études, ses recherches et sa rédaction, en fait, ça correspond à la mort du grand homme. Ça correspond à la mort de Gaulle. Subitement, De Gaulle, le grand homme, empêcheur de tourner en rond des Américains, l'emmerdeur, non aligné, il n'est plus là. Dansons sur le cadavre, la France est une pourriture, les Français sont des nazis avant les nazis, des génocidaires avant les génocidaires. Voilà, donc il y a un côté chez Paxton qui est j'exagère un peu parce que c'est un homme sérieux. Voilà. Et une autre chose sur l'époque, c'est que De Gaulle meurt, mais c'est la guerre du Vietnam. Et c'est l'obsession, même chez Paxton, il en parle souvent, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Saigon chute 2 ans après, et là on est dans le fantasme américain, le cauchemar américain qui est l'échec et la défaite, avec la mauvaise conscience de l'impérialisme américain, et encore une fois, ce cauchemar américain qui est la défaite, l'Amérique qui perd la guerre. Là, parler de la France, au fond, c'est bien pratique. Voilà, on va terminer. Juste une question, Thomas, pour terminer. Pierre Laborie, qui remet en cause une partie du travail de Paxton, l'historien, dit le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est une vache sacrée, on ne peut plus rien dire historiquement, c'est la thèse de Paxton qui a gagné. Oui, il a été quand même bien remis en cause sur des contre-vérités factuelles. Par exemple, le poids de l'occupation allemande des effectifs de l'armée, puisqu'on a l'impression dans le livre pour lui les Allemands ne sont pas là, il n'y a que des vieux soldats. Il n'y a pas d'occupants. Et juste un dernier mot, parce qu'on s'intéresse beaucoup dans cette émission aussi à la culture populaire. 73, c'est la 7e compagnie, le film. Donc cette armée ridicule de petits soldats qui pensent à rentrer chez eux, qui remplace la grande vadrouille de 66,
de Gérard Houry, où on a ces Français, justement, incarnés par Bourvil et Funès, qui deviennent des héros malgré eux, mais qui rentrent dans une forme de résistance dans cette conception de l'époque. Très bien, voilà, on en termine avec Paxton. On va passer maintenant à une année qui est dramatique, c'est 1980. « 1980, une année effectivement dramatique, et vous allez voir, elle n'est pas sans rapport avec le livre de Paxton, parce qu'on est un peu malin quand même, et on fait... Le vendredi 3 octobre 1980, une bombe explose contre la synagogue de la rue Copernic. Cet attentat fera 4 morts et une quarantaine de blessés. Donc c'est la consternation dans le pays, car c'est le premier attentat contre les Juifs en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Pascal, j'ai commencé l'émission en parlant de manipulation. Qu'est-ce qui s'est passé juste après cet attentat ? Une heure plus tard, moins d'une heure plus tard, un anonyme revendique l'attentat. Il revendique l'attentat au nom du faisceau nationaliste révolutionnaire, qui est en fait une mouvance d'extrême droite. Une mouvance d'extrême droite issue de la FAN. Les anciens de la FAN. Et donc, il le revendique, et donc il y a tout de suite l'ensemble politique, médiatique, se met à tourner, à chercher des coupables. Et donc, ça se passe vraiment en l'espace de 24 heures. Le lendemain, 13h, journal de 13h sur TF1, Jean-Pierre Bloch, qui est président de la LICRA, pointe du doigt le Figaro Magazine, Louis Pauwels, et parle du climat. C'est la première fois qu'on va avoir cette notion, cette thèse, c'est la faute au climat. Et le climat... En gros, l'attentat a été fait par l'extrême droite, selon les sources, la revendication. Mais certains disent, en fait, c'est des sbires d'extrême droite, ils ont deux neurones dans le cerveau. Mais derrière, en fait, il y a un climat intellectuel qui les a poussés à faire cet attentat. Oui, c'est ça. Exactement. Le lundi, donc, le quotidien de Paris sort avec un grand article de Bernard-Henri Lévy. BHL, nous écoute. Hein. On parle encore de toi. On parle encore de toi. Et surtout, on va le lire. On va le lire. On va le lire. Et c'est toujours délicat, dit-il, d'établir des liens de cause à effet entre les discours et les actes, mais il ne me paraît pas absurde de dire que tout le ramdam qu'on a fait récemment autour des thèses élitaires indo-européennes, parfois eugénistes des sous-développés de la nouvelle droite, par exemple, a préparé le terrain à la situation d'aujourd'hui. Et il continue, le Figaro Magazine, en un sens, c'est pire que Minute, c'est ce qui se permet à des milliers de gens de penser qu'on peut être fasciste sans être un nervi ou une brute de la FAN. Et donc, voilà, le système est mis en place. C'est d'ailleurs, ça va perdurer, hein, cette thèse du climat, cette thèse va perdurer jusque même pour l'affaire de Carpentras. C'est exactement ça. En réalité, c'est la répétition de l'affaire de Carpentras. Parce que, bien évidemment, 2 mois, très rapidement, 2 mois après, très rapidement, on sait, les policiers en charge du dossier savent bien évidemment que l'extrême droite, que la piste de l'extrême droite est totalement inventée. Parce qu'en gros, la revendication au téléphone du fameux groupe d'extrême droite de cet anonyme est en fait un... c'est un drôle de Gus. C'est un drôle de Gus, il s'appelle Jean-Yves Bellé. Et en réalité, il est à la fois mythomane, agent provocateur, membre de la Ligue... alors c'est pas la Ligue de défense juive, mais c'est une autre organisation. Et puis surtout, on le connaît parce que pendant 1 mois avant cet attentat, il a inondé la presse et notamment Libération de propos incendiaires
violemment antisémite. Et curieusement, toute la presse de gauche de l'époque lui a ouvert ses colonnes. C'est assez... quand on lit Libération de l'époque, un mois avant les attentats avant cet attentat, on est stupéfait. Tout ça, ce Jean-Yves Bellé, donc rapidement, on s'aperçoit qu'en réalité, à la fois c'est un agent provocateur et que il y est pour rien. Les services de police en réalité travaillent sur une organisation dissidente du FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, de Georges Habash. En fait, c'est une scission de ce groupe-là et assez rapidement cible Hassan Diab, qu'on va retrouver beaucoup plus tard, en 2014, parce que le juge Trévidic va demander son extradition. Il faut savoir que l'attentat de la rue Copernic, c'est la plus vieille affaire criminelle en France. 37 ans. Il n'est toujours pas jugé, en fait. Alors, il n'est pas jugé, mais les juges ont notifié aux parties, ont fini leur enquête, en fait, au bout de 37 ans. Dernier. Mais ce qui est intéressant avec ce fait divers, c'est la mise en place de la suspicion. Parce que 3 mois plus tard, bien évidemment, Jean-Claude Vallat, qui est le rédacteur en chef du Figaro Magazine, démissionnera. Va se faire virer. Va se faire virer. Enfin, l'équipe de la Nouvelle Droite se fait virer. Curieusement, le même Jean-Pierre Bloch, dont je vous avais parlé tout à l'heure, un mois après, va présenter une lettre d'excuse publiée par le Figaro Magazine. Mais bon, toute l'équipe aura été virée auparavant. Et donc, c'est vraiment avec cet attentat que va se mettre en place cette méthode d'intimidation journalistique. On va les retrouver après. Les mêmes méthodes vont être utilisées par Bernard-Henri Lévy, bien entendu, mais Caroline Fourest, mais Bruno Roger-Petit, mais etc., jusqu'à aujourd'hui. Où je pense que c'est quand même... Ce fameux climat malsain, Thomas, voilà. Juste un mot de conclusion. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'une forme de manipulation à une autre, puisque aujourd'hui, plus personne ne peut contester que si les Juifs quittent la Seine-Saint-Denis pour l'Ouest parisien ou pour Israël, s'il y a des actes antisémites, c'est franchement pas la faute de l'extrême droite, des européens. Et donc on en est arrivé à une autre forme de manipulation qui est maintenant et qui est de dissimuler les actes antisémites, ou certains actes antisémites. On l'a vu au moment de la dernière élection présidentielle où l'assassinat de Sarah Halimi a été dissimulé. Pour ne pas, mais on continue, pour ne pas faire le jeu d'eux, toujours dans le cadre du ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Et on est passé de la mise en lumière, de l'effet de loupe sur un événement, à, au contraire, oui, effectivement, son occultation. Ouais. Voilà, écoutez, c'est déjà terminé. On se retrouve d'ici 2 mois. Et n'oubliez pas d'acheter ou de vous abonner à la revue Éléments. On va revoir la couverture. Elle est magnifique, cette couverture. Ouais. Superbe. Elle est superbe. Et nous, on se retrouve dans 2 mois. Bonjour chez vous.